Défi 2022 en partenariat avec la revue L'Hémicycle, l'agence EPOCA et l'Institut Kantar. Chaque mois, un sondage exclusif pour décrypter les enjeux de l'élection présidentielle 2022. Et ce mois-ci, nous parlons de santé, crise Covid, vieillissement de la population, tension hospitalière. Comment répondre aux enjeux sanitaires et médicaux? Nous en débattrons avec nos invités et un sondage exclusif Kantar. C'est dans Défi 2022. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Défi 2022 consacré ce mois-ci à la santé. Notre émission, vous le savez, est en partenariat avec la revue L'Hémicycle, dont vous allez découvrir d'ailleurs la couverture. Et puis voilà, L'Hémicycle, le temps de l'inclusion. Ça c'est pour la revue L'Hémicycle et puis une émission en partenariat avec l'Institut Kantar avec moi et à mes côtés Laure Salvin. Bonjour Laure. Bonjour Arnaud. On a changé de place mais c'est pas mal. Ah, hein, vous êtes bien là? Moi je suis bien là. Moi aussi. Je vois davantage. Et voilà, et on peut échanger. Voilà. Vous êtes la directrice générale de Kantar Public France et vous avez ce sondage exclusif consacré justement aux questions de santé. Alors Dieu sait si le sujet est large, évidemment, quand on parle de santé. On va parler du Covid, bien entendu, de la crise et de la gestion hospitalière, du personnel hospitalier, on va en parler. Et puis on va parler évidemment du regard des Français sur leur système de santé générale, évidemment les déserts médicaux, bien entendu, leur accueil dans les hôpitaux, la manière dont ils sont soignés, c'est un autre sujet. Puis on parlera d'innovation aussi et de médicaments, parce qu'on a beaucoup parlé de Covid et cette bataille de la Big Pharma, où la France n'est pas dans le jeu. On en parlera avec mes invités. Je vous les présente immédiatement. Frédéric Collet, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Vous êtes président de Novartis et vous êtes le président du LEM. Le LEM, c'est les entreprises du médicament. Ça regroupe combien d'entreprises? C'est un peu moins de 300 entreprises. 300 entreprises. Et c'est 100 000 collaborateurs. 100 000 collaborateurs. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, avec nous ce soir, pas face à vous, hein, je dis avec nous ce soir. À loin de vous. Voilà, tout près de nous, Frédéric Valtou. Bonjour Frédéric Valtou. Bonjour. Ravi, vous êtes président de la Fédération hospitalière de France, par ailleurs maire de Fontainebleau. Mais là, vous venez avec votre casquette de président de la Fédération hospitalière. On parlera de l'hôpital, de la situation de l'hôpital et de la fuite des cerveaux. En tout cas du départ des infirmières, des aides-soignantes, des médecins qui quittent le système hospitalier. On va en parler avec vous dans quelques instants. Et puis Nicolas Bouzou est avec nous. Alors, on est vraiment dans l'actualité, Nicolas Bouzou, puisqu'on fait une émission sur la santé. Et vous êtes à distance alors que vous auriez dû être avec nous parce que je crois que vous avez le Covid. Enfin, je ne dis rien de grave en le disant. Comme beaucoup de nos concitoyens, je crois, absolument. Bon, en tout cas, vous nous faites le plaisir d'être avec nous malgré ce Covid. Vous allez bien? Votre santé va bien? Ça va. Écoutez, je vais dire une banalité, mais on sent quand même que, heureusement qu'on est vacciné, parce que sans le vaccin, je pense que ce serait quand même dur. Voilà. Donc, bon. Heureusement qu'on est vacciné. Bon, écoutez, vous allez tenir le coup, vous allez partager cette émission. Vous êtes économiste, évidemment, tout le monde le sait. Vous dirigez le cabinet Asterès et vous avez sorti un livre fort intéressant, Homo Sanitas, c'est-à-dire la médecine il y a 10 000 ans, c'est-à-dire déjà où on soignait nos dents avec des plantes, on s'organisait jusqu'à la médecine d'aujourd'hui et de demain, la médecine prédictive. Je suis sûr que vous nous parlerez de cela parce qu'il y a déjà les GAFA qui sont déjà en train de travailler sur les datas, sur la manière dont on peut soigner.
Je suis sûr que vous nous parlerez du transhumanisme, j'en suis certain, parce que c'est un autre sujet qui est engagé sur ces questions de santé. Laure, un mot et quelques mots d'ailleurs sur ce sondage exclusif. Quelles sont les grandes lignes de ce sondage? Qu'est-ce qu'il en ressort? Je trouve qu'il y a des paradoxes dans ce sondage. Il y a des paradoxes et puis il y a vraiment des informations très intéressantes sur l'état d'esprit des Français aujourd'hui à l'égard de leur système de santé. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'opinion et quand je posais la question aux Français, quels sont vos domaines, quels sont les domaines pour lesquels vous êtes vraiment fiers de la France, quels sont les domaines d'excellence de la France, eh bien la santé, le système de santé arrivait très spontanément dans les perceptions des Français. Et là, on va le voir, on sent quand même que cette crise, elle a un peu écorné l'image du système de santé et que finalement les Français sont un peu moins fiers et voire carrément moins fiers de leur système de santé qu'avant. Et puis on ouvrira le deuxième chapitre qui est le paradoxe, c'est-à-dire la gestion de la crise Covid. Alors là évidemment on percute l'élection présidentielle et l'enjeu présidentiel. Là il y a un petit paradoxe, on le verra dans quelques instants. Commençons par notre première partie. Regardez cette petite animation, c'est bien notre santé est en danger. Débattre avec nos deux invités, quelques éléments slides visuels pour qu'on comprenne ce que veulent nous dire les Français à travers ce sondage. Alors. Exactement. Alors je vous disais effectivement, les Français restent encore positifs au global sur leur système de santé. Quand on leur demande si la France est un des leaders mondiaux concernant le système de santé, effectivement ils sont majoritaires à répondre que oui, la France reste un des leaders mondiaux, 44%. 31% considèrent quand même que la France est au même niveau que la plupart des pays. Et en revanche, on voit sur les autres items, eh bien, on est plutôt en perte de vitesse aux yeux des Français. Sur la qualité de la prise en charge des patients, par exemple, on considère que finalement on est exactement au même niveau que les autres pays. Sur les compétences et expertises des professionnels de santé, c'est la même chose. Idem sur la qualité et l'innovation de la recherche médicale. On en parlait tout à l'heure. Effectivement, c'est un enjeu important pour les Français. Et là où le bas blesse, là, c'est carrément deux résultats beaucoup plus négatifs. C'est la qualité et l'innovation de l'industrie pharmaceutique, où là, ils considèrent carrément que la France est en retard par rapport aux autres pays. Et puis, la capacité de production de son industrie pharmaceutique, je pense qu'on y reviendra. 47% considèrent effectivement la France est en retard. Et en effet... Et Frédéric Collet est interpellé. Est-ce que vous voulez réagir d'abord sur ce premier point, puisqu'on va parler ensuite de l'hôpital longuement? L'innovation c'est important, parce que de son industrie pharmaceutique, ce n'est pas tout à fait la même chose que de l'industrie pharmaceutique, ou de son industrie, ou de son capacité, de son outil de production. La crise, elle a fonctionné comme un grand révélateur. Elle a montré d'un côté une capacité de mobilisation, de faire que l'industrie pharmaceutique, les entreprises du médicament ont assuré la chaîne. Ça, le grand public ne l'a pas trop vu parce qu'ils étaient habitués à ce qu'on leur livre leurs médicaments comme ils en avaient besoin. Et puis en revanche, ce qu'ils ont vu, c'est qu'effectivement, d'un seul coup, on a réalisé que l'autonomie sanitaire n'était pas tout à fait assurée, qu'on dépendait beaucoup d'autres pays pour fabriquer ici des principes actifs, ici des produits finis. On se souvient d'Emmanuel Macron qui a fait une déclaration disant qu'il faut relocaliser notre industrie, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Absolument, Emmanuel Macron a dit il faut sonner la mobilisation générale. Et puis, en parallèle, la crise a aussi révélé que non seulement nous étions dépendants, mais qu'en plus, en matière d'innovation, et en particulier là où on espérait avoir des champions qui nous permettent de sortir les premiers en vaccin, finalement, et ça nous a rappelé que la recherche, c'est un chemin incertain. On va faire référence à Sanofi, peut-être que les Français en parlent dans le sondage d'ailleurs. Effectivement, le fait qu'aucun laboratoire français n'ait réussi à développer finalement de vaccins contre la Covid-19 inquiète 62% des Français, donc une grande majorité des Français qui effectivement se sont sentis un peu déstabilisés, persuadés au départ que, évidemment, la recherche française trouverait quelque chose. D'autant que Sanofi était dans la course, c'est-à-dire qu'il a engagé un processus, et puis tout ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut demander à Sanofi. Mais, non, mais vous avez le regard panoramique sur... Je pense que c'est intéressant quand même. Ça nous rappelle que la recherche est un chemin qui est incertain. Même les plus grands experts, personne ne peut douter de ce que Sanofi est un des experts mondiaux du vaccin. Sanofi a pris des risques extrêmement importants en matière d'investissement. Ils ont pris des risques également en matière de préparation.
Et puis les résultats ont été ceux qu'ils ont été. Ils n'ont pas été jusqu'à maintenant aussi conclusifs qu'ils l'espéraient. Ça fait partie du chemin de la recherche, ça. Et c'est douloureux, évidemment, pour les Français, parce que c'est une forme de souveraineté, d'image de la France dans le monde, qui a été évidemment échancrée. Un autre slide, peut-être, pour parler de... Parce qu'on a attaqué immédiatement sur le système non, et mais juste, l'industrie. effectivement, avec la situation du Covid aussi, les Français ont le sentiment que la situation de l'hôpital en France s'est dégradée. Voilà, on a vraiment 87% des Français considèrent qu'elle s'est dégradée, et c'est valable pour l'ensemble de la population. C'est très homogène dans les différentes catégories de la population. Alors, je l'ai posé à Frédéric Collet, je vous la pose, Frédéric Valtou. Vous représentez combien d'hôpitaux au sein de cette fédération hospitalière? Parce que vous êtes directement interpellé. Je vais essayer de garder la voix. Oui, vous avez. J'ai un tout petit problème passager. Je vais essayer de garder la voix jusqu'à la fin de l'émission. Mais la FHF, c'est les 1100 hôpitaux français. Donc depuis la PHP jusqu'à tous les hôpitaux de proximité. C'est aussi les 4000 EHPAD publics. En fait, c'est toute l'offre de santé publique de notre pays qui est réunie dans la fédération hospitalière, aussi bien sanitaire, les hôpitaux, que médico-social. Voilà. Et les EHPAD dont on parle beaucoup ces derniers jours. Et les EHPAD dont on parle malheureusement beaucoup. Moins les publics que les privés, Absolument. Mais les EHPAD en général. Les hôpitaux sont quoi? Sont en danger? Est-ce que, quand on parle de la santé en danger, est-ce que vous dites oui, notre système hospitalier est en danger? Oui, enfin, notre système hospitalier était en crise avant la crise sanitaire. Et donc ça ne peut pas aller mieux après l'épisode qu'on vient vivre, après ce qu'on vit depuis 2 ans. Donc on avait déjà des tensions budgétaires, tensions démographiques, tensions sur le personnel qui étaient très fortes. Accentuées depuis la crise Covid. Et les Français le savaient parce qu'ils voyaient les tensions sociales, ils voyaient effectivement les récits qui étaient faits autour de la situation de l'hôpital. Malgré tout, ça a tenu, et les Français sont aussi reconnaissants de ça. C'est-à-dire, ils savent bien que la vague a frappé une digue qui était déjà fragile. Et malgré tout, la digue, elle a tenu, la première, la deuxième, et on en est maintenant à la 4e. Donc ça tient, simplement, le prix à payer est toujours plus compliqué pour les hospitaliers, et ils savent que derrière l'institution, il y a des femmes et des hommes qui sont en première ligne, font leur boulot, et cette dimension d'humanité fait qu'il y a cet attachement très fort à la fois à l'institution et à ce qu'elle représente. Laure ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans les attentes des Français à l'égard, donc les enjeux prioritaires pour la France en matière de santé. Il parle beaucoup justement des personnels soignants, de la valorisation de ces personnels soignants, de la formation des personnels soignants, et puis de l'augmentation des salaires. Voilà, ils le disent tout simplement aussi comme ça. Qui ont déjà augmenté. Enfin, je me permets une négociation a eu lieu, les salaires ont augmenté, donc c'est assez intéressant. Tout à fait, mais ils ont le sentiment effectivement que peut-être que les personnels soignants, ou certains des personnels soignants, parce qu'évidemment il y a une différence entre médecins, infirmiers, etc., mais ne sont pas suffisamment valorisés pour tout ce qu'ils ont fait, notamment pendant cette crise. Je m'autorise cette question, mettons les pieds dans le plat. Certains personnels soignants, infirmières, mais aussi médecins d'ailleurs, considèrent qu'il faudrait que ce soit les infirmiers, je pousse la balle très loin, qui soient en gestion des hôpitaux et non pas des gens qui ont fait de grandes études un peu technocratiques et gérant l'hôpital finalement comme une entreprise comme les autres. La T2A, vous voyez très bien de quoi je parle. C'est le fait d'avoir rendu cette espèce d'institution qui nous soigne rentable, enfin souhaitant le devenir. Est-ce que ce n'est pas paradoxal ? Oui, enfin, c'est des sujets complexes. Ce qui est vrai, c'est que... Très complexe. Non, mais c'est vrai que depuis 10-15 ans, en étant rapide, depuis 10-15 ans, la gestion du système de santé en général et de l'hôpital en particulier, c'est beaucoup bureaucratisé, technocratisé, c'est vrai, avec des procédures, avec des couches successives, les ARS qu'on a créées, mais qui n'ont pas non plus allégé ce qu'est l'obésité du ministère de la Santé. C'est la réforme des institutions où on a rajouté les métropoles, vous voyez, ça ressemble un peu à ça. C'est la réforme de l'État à l'envers, c'est-à-dire c'est plutôt une administration qui a grossi pendant ces 15 dernières années, là où d'autres essayaient au contraire d'être un peu plus efficaces et un peu plus musclés. Bon, voilà, donc inévitablement, ça a donné le sentiment que la préoccupation médicale peut-être été mise de côté, ce qui n'est pas forcément le cas quand on regarde les choses de près. Mais derrière tout ça, c'est comme derrière la question des salaires. Quand
j'entends parfois dire, mais je ne comprends pas pourquoi certains se plaignent encore, alors que le Ségur de la santé, c'est 9 milliards d'euros. Il n'y a jamais eu un tel effort de fait pour augmenter de c'est quasiment... C'est quoi, c'est 230, 250 euros? C'est 10% en gros, on va dire. 10% des salaires qui ont augmenté, 10% net. Donc c'est pas mal. Enfin, je veux dire, c'est une augmentation et pourtant, historique. Vous voyez, les Français... Mais oui, mais parce que derrière ça, bien sûr que le salaire est un sujet, mais derrière ça, il y a une perte de sens très forte. Il y a une perte de sens parce que finalement, le salaire ne fait pas tout. Et que c'est tout le système de santé qui prend l'eau et qui est en grave crise. Alors évidemment, l'hôpital, c'est la partie la plus visible parce que c'est la partie voilà, c'est l'institution qu'on aime, on vient de le dire. C'est l'institution la plus visible, c'est là que les médias regardent d'abord. Et donc, inévitablement, on a l'impression que c'est l'hôpital dans ses 4 murs qui est en crise. Mais quand on regarde au-delà des 4 murs, la médecine libérale ne va pas beaucoup mieux, il y a de moins en moins de généralistes. Tout le système médicaux, hein. Voilà, tout le système prend l'eau. Donc, inévitablement, la perte de sens, elle est liée aussi avec des hospitaliers qui disent « Mais finalement, nous, notre rôle, c'est quoi ?» On a de plus en plus de monde aux urgences. On a le rôle de dispensaire de premier recours. C'est nous, c'est ce rôle-là. Et donc il y a une confusion aussi de l'ensemble de la chaîne de soins qui fait que effectivement l'hôpital a l'impression d'être un peu la variable d'ajustement d'un système qui est totalement en crise. Donc la perte de sens, elle est réelle et elle se traduit parfois effectivement par l'impression que la bureaucratie a tellement gagné que la dimension médicale, on la met de côté. Donc il faut repenser l'organisation. Nicolas Bouzou, vous êtes avec nous et je vous remercie encore parce que voilà, c'est peut-être un peu fatigué. Vous en pensez quoi de ce débat qui est posé là aujourd'hui à travers ce sondage Kantar sur l'efficience de notre système de santé public, de notre hôpital public et de ces Français qui disent qu'il faut encore augmenter les salaires? Je dis encore parce qu'il y a eu évidemment le Ségur, qui est déjà des augmentations qui ne sont pas substantielles, importantes, ont eu lieu. Comment vous le regardez, vous, avec vos yeux d'économiste? Alors déjà, ce que je voudrais vous dire, c'est que je partage globalement le diagnostic des Français. C'est-à-dire que si je schématise, prise en charge en France, quand même encore très bon, très honnêtement. Prise en charge des maladies les plus graves, excellent. Prise en charge des cancers, par exemple, en France, c'est l'une des meilleures au monde. Hein. Je veux dire, on a des établissements spécialisés, des hôpitaux qui sont extrêmement performants. Il n'y a quasiment pas de reste à charge. On reçoit les meilleurs soins au monde. Donc quand même, la prise en charge reste très, très performante. Les urgences que l'on voit dans tous les classements européens, c'est que ça reste bon aussi. Alors je sais que les gens ne le perçoivent pas forcément comme ça, y compris d'ailleurs les personnels hospitaliers et les urgentistes, mais quand on fait des comparaisons internationales, on voit que ça reste très bon. Oui, d'accord. Enfin, il y a des choses... Nicolas, se comparer, c'est parfois pas très très bon non plus. Enfin, il faut quand même regarder ce qui se passe chez nous, non? Bien sûr, non, mais je regarde ce qui se passe. Mais je dis ça aussi pour pas dramatiser, mais en même temps, c'est un peu ce qui ressort du sondage Kantar. Donc, prise en charge, bon, on pourra en reparler, mais des choses à améliorer, mais c'est quand même pas catastrophique. À l'autre bout de la chaîne, du point de vue industriel, là, en effet, c'est pas bon. C'est pas bon, on a des pertes de compétitivité, des pertes de production, on n'a pas assez d'innovation. Alors, le problème est identifié. Là aussi, on pourra en reparler. Hein. Notamment, depuis quelques années, en France, on a mis en place quelque chose qui est pas mal, qui s'appelle le CSIS, le Comité stratégique des industries de santé, où il se dit des choses qui sont toutes justes. Après, malheureusement, on ne les applique pas toujours. Voilà, ça, c'est le charme de notre pays. Hein. C'est-à-dire qu'on est très bon dans le diagnostic, bon dans les mesures, pas toujours très bon dans l'application. Nicolas, mais enfin, au moins, on a une prise de conscience. Il se dit quoi dans ce comité? Il se dit globalement qu'il faut renforcer les coopérations entre le public et le privé, et même parfois d'ailleurs entre le public et le public, parce que les silos, ils sont aussi à l'intérieur des entreprises, ils sont entre les grandes entreprises et les startups, ils sont entre tous les organes divers qui composent le secteur public. Et il se dit aussi quelque chose qui est très impopulaire en France, mais qu'il faut avoir le courage de dire, c'est que si on veut une industrie, c'est comme dans l'alimentation, ça a un prix. Et que si on n'est pas capable d'assumer le prix des innovations, bah, du coup, on va se désindustrialiser. Oui. Si notre seule stratégie en termes de prix de médicaments, c'est d'acheter du low cost, si c'est notre stratégie d'achat le low cost, eh ben, très bien, pourquoi pas, mais du coup, on aura une industrie low cost, voire plus d'industrie. Donc ça, c'est un sujet difficile. Enfin, c'est difficile, pas intellectuellement. Oui. C'est le débat qu'on a sur l'alimentation aussi, hein, d'ailleurs. Mais exactement, mais oui. C'est compliqué. Et plus, un dernier mot, peut-être, pour que je réponde complètement, et après je ne reviens plus avant un petit moment. Mais par rapport vous revenez quand vous voulez. Sur l'hôpital public, je pense qu'en matière d'hôpital public, là aussi peut-être qu'on en reparlera dans le détail dans l'émission, mais les salaires c'est important, c'est très important, on a eu raison de revaloriser les salaires. Je vais faire une petite remarque dérangeante. Depuis qu'on a augmenté les salaires,
les départs de l'hôpital public se sont accélérés. Mais oui. Alors, il n'y a pas de lien de cause à effet. Hein. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est parce qu'on a augmenté les salaires qu'il y a plus de départs. Hein. Oui, là vous rejoignez Frédéric Valletoux, quoi. Mais Frédéric Valletoux a 1000 fois raison de le dire. La question des salaires est importante, mais il faut aborder la question de façon beaucoup plus globale que ça. Et moi, j'ai fait quelques propositions. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû en parler à Frédéric Valletoux avant pour les tester. Mais je pense qu'il y a un vrai sujet de décret de compétence, de statut. Enfin, je pense que globalement, là aussi, on pourra approfondir. Mais l'idée qui consiste à dire un hôpital public recrute un infirmier ou une infirmière et 30 ans après, il est toujours infirmier ou infirmière, exactement. Ça va pas. Voilà. Donc on en revient à la gestion des carrières et aux ressources humaines au sein d'une institution qui globalement n'a pas l'habitude. Juste un mot, parce que notre première partie touche à sa fin, le temps passe vite, ce que vous dites est évidemment passionnant. Laure, il y a ces deux chiffres que je trouve intéressants. Vous l'avez dit, 59% considèrent, les personnes sondées, que la santé n'est pas un sujet comme un autre, vu 69% considèrent qu'il doit être gratuit. Moi je m'attendais à cette question à 99,9%. Non mais excusez-moi, puisque... Ils sont lucides, ouais, les Français, ils sont même, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit, d'accord. Non mais je ne sais pas, notre modèle c'est, Nicolas a dit, c'est parfait. En remboursement, on a un modèle qui rembourse presque intégralement, à condition d'avoir une très bonne mutuelle. Mais non, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est... Sur la question de la gratuité, je pense que, comme vous dites, les Français ont le sentiment quand même que malgré tout, ça a un prix, tout ça, et que c'est pas normal de absolument rien payer, ou en tout cas de ne pas donner le sentiment que ça coûte quelque chose. Bah oui. Et ça rejoint aussi une de leurs préoccupations, c'est la lutte contre les fraudes, la lutte contre les gens qui abusent. Vous savez, c'est toujours les autres qui abusent, etc. C'est un thème de campagne, ça, en général. Tout à fait. Et dans les questions qu'on a posées, notamment en ouvert, dans les questions spontanées, les Français nous disent ça aussi. Préoccupation pour le système de santé, c'est qu'on lutte contre les fraudes, qu'on lutte contre les profiteurs. Donc c'est pour ça qu'ils ne veulent pas aussi que la santé soit gratuite pour tous. Parce que la question, c'est, voilà, la santé doit être gratuite pour tous. En fait, peut-être que si on leur avait... c'est peut-être le pour tous qui... Frédéric Valletoux, parce que là, c'est à la fois un thème politique et... Alors oui, on peut penser, effectivement, l'AME, oui. Mais enfin, ça, c'est rien, c'est l'épaisseur du trait, enfin, disons-le. C'est un sujet de polémique politique. Je pense que les Français comprennent aussi que sans doute il y a de la déperdition dans notre système de santé. Et c'est pas de la fraude. C'est quoi de la déperdition? La gabegie de... Oui, que tout ça fonctionne finalement et pas assez huilé. Et que à force, ils ont tous refait des examens. Parce qu'à l'hôpital, ils ont fait un examen, mais on leur renvoie dans le privé, refaire l'examen parce que le dossier n'a pas été transmis, etc., etc. Et que là, il y a sans doute des gisements d'économie. Et ils n'ont pas tort, parce que tous les rapports le disent, le montrent. Il y avait un rapport de l'OCDE il y a quelques années qui disait qu'il y avait 20% des dépenses qui étaient dans le système de santé inutiles. Quand on sait que la France consacre 220 milliards d'euros à son système de santé, 20% de 220 milliards, c'est quand même des gisements énormes. Donc là aussi, on peut faire mieux, on peut rationaliser. Voilà, vous en pensez quoi, Frédéric Collet, juste sur cette question? Ça fait des années qu'on leur parle du déficit de la sécurité sociale, donc ils ont quand même en tête que le système ne tourne pas parfaitement. Et qu'il est malade. Et qu'il est malade. Donc je trouve que ce chiffre de 59%, il est quand 69, même... 69, pardon, 69%. Alors, effectivement, Arnaud, vous êtes proche, vous, finalement, de la France mélenchoniste, parce que 91%... Et voilà, bim, un coup sur la tête. 91% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon considèrent effectivement que la santé devrait être gratuite pour tous en France. Non, je ne disais pas ça, je m'interrogeais, c'est pas du tout pour me reculer de ce portrait robot que vous faites de moi, mais est-ce qu'il y a une partie des Français qui s'interrogent, qui disent après tout, peut-être que, est-ce que notre modèle, le fameux modèle social français issu de la Seconde Guerre mondiale, il est remis en question dans d'autres secteurs? Est-ce que sur cette question de la santé, on le remet en question aussi? C'est ça la question. La question des retraites est remise en question, la santé, on peut s'interroger. 69% des Français qui veulent garder une gratuité du système, ça veut dire qu'il y a un attachement très fort aux valeurs de ce système de santé universel, accessible à tous. Donc ça, c'est l'attachement très fort. Après, ils voient bien, parce qu'ils cotisent tous à des mutuelles et des assurances complémentaires, qu'il y a bien quelque part aussi des prestations, peut-être qui ne sont pas des prestations médicales. Sans mutuelle, c'est compliqué. Et qu'il faut aussi peut-être les payer. Mais si on leur dit, est-ce que le soin ne soit plus gratuit demain,
Que vous payez une chambre ou que vous payez parce que, etc., ça c'est votre choix. Bien sûr. Et vos capacités de ressources. Mais qui est un confort. Mais qu'on peut qu'effectivement, avoir que le soin ne soit plus gratuit. Là, je pense que demain, c'est pas 69%, c'est 99% qui diraient attention, nous, on y est attachés. C'est le soin. C'est peut-être aussi intéressant que les Français, que nous tous d'ailleurs, parce que quand on parle des Français, on parle toujours des autres, mais que nous tous ayons une meilleure connaissance de ce qu'est le coût de la santé, qu'est le coût d'un traitement, qu'est le coût d'une prise en charge, qu'est le coût d'un parcours de soins, qu'est le coût de l'ensemble de ça. C'est quand même quelque chose qui est totalement déconnecté. Vous achetez une boîte de paracétamol en pharmacie, si je vous le demandais, je ne suis pas sûr que vous seriez capable de me donner le prix, c'est normal. Pas loin. Pas loin. Vous ne seriez pas loin, mais... J'ai envie de dire 6 €. Ben, vous voyez, donc vous êtes un peu loin quand même. Je suis loin. Ouais, C'est vous plus. êtes loin, ouais. Ah bah c'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins, c'est 3. beaucoup moins. J'ai dû prendre 2 boîtes. C'est moins de 2. C'est moins de 2. Bon, moi j'ai pris 3 boîtes. Moi, je m'y serais pas risqué, mais bon. Ok, bah, je me suis jeté. Pourtant, j'en achète du paracétamol. C'est le micro. Ouais, c'est ça. Là, je le connais, c'est un 60. Non, c'est une bêtise? J'en sais rien. Un 70, je crois. Bon, ok, très bien, mais je prends le métro. Seconde partie de notre débat, la gestion de la crise Covid. Ça, c'est un sujet. Alors évidemment, il est transversal. On a une petite animation pour lancer cette seconde partie. Et puis, Laure va nous présenter les éléments clés de cette gestion. Vous allez voir, il y a quelques paradoxes. À la gestion de cette crise Covid. Nous sommes lancés dans cette campagne présidentielle, Laure, et là, il y a quelques éléments à noter fort intéressants dans ce sondage. Tout à fait. Je pense que les Français ne sont pas encore à l'heure du bilan de la gestion de la crise, mais ceci dit, ils commencent à avoir une idée de la façon dont cette crise a été abordée et gérée, notamment par le gouvernement français. Et finalement, ils considèrent que, vous voyez les résultats, 39% considèrent que les décisions du gouvernement ont été prises selon un juste équilibre entre protection de la santé des Français et protection des intérêts économiques du pays. Donc c'est légèrement majoritaire, hein, parce qu'on a juste à côté 38% qui considèrent que c'est plutôt pour protéger les intérêts économiques du pays. Mais moi, j'ai été frappée par ce résultat parce que finalement, c'est pas si mal pour un premier bilan après crise. Oui, votre réaction? Je trouve que c'est vraiment, on est bien dans une enquête française. Comme si défendre l'intérêt économique, c'était quelque chose de malsain. Je pense que les deux sont liés. Il est normal qu'on cherche à... Aujourd'hui, on se réjouit, 2 ans après, le feu de la bataille... C'était pas dit aussi clairement, je m'autorise. On a reconstitué le même niveau d'emploi, voire même un peu plus. Le chômage des jeunes est dans une meilleure situation. L'alternance. Donc, je pense qu'il faut se réjouir de ça quand même. Et c'est pas... on a l'air de dire, on fait l'un contre l'autre, on fait la santé contre l'économie, mais l'un et l'autre vont ensemble. Frédéric Collet, je m'autorise, je suis parfaitement d'accord avec vous, ça n'a pas été dit aussi clairement que cela. Certains choix choisis pour des raisons de santé, en fait, dissimulaient en fait, des enjeux économiques. C'est peut-être ça que les Français veulent dire. Frédéric Valletoux. Il ne faut pas oublier qu'au printemps 2020, on a démarré une histoire dont personne ne savait très bien où elle allait nous emmener, jusqu'où on allait rester enfermé chez nous, pendant combien de temps, et jusqu'où ce virus allait décimer les populations dans le monde. Donc c'était une aventure, c'était totalement inédite. Et beaucoup se sont posé la question de est-ce qu'à la sortie, je vais garder mon boulot? Est-ce que la boîte dans laquelle je bosse va continuer à vivre? Est-ce que, etc. Donc ces questions-là, elles ont quand même, c'est pas que des équilibres macroéconomiques. Ça paraît loin, mais il y a une angoisse profonde. C'est aussi la situation économique de chacun, son salaire à la fin du mois. Donc je pense que le lien, il est naturel. Les gens ont bien vu qu'effectivement, les curseurs, ils ont été mis... au mieux, visiblement. Maintenant, on peut rassurer les Français sur le fait qu'on termine quand même si, sur un plan économique et des indicateurs de croissance, de développement d'emploi, etc., les indicateurs sont bons, on peut quand même les rassurer sur le fait que le déficit, et en particulier le déficit social, c'est largement aggravé. Donc on voit que l'équilibre, il a quand même été fait largement en faveur justement d'une protection de la santé. Oui, on parle beaucoup de nos déficits, mais on parle en ce moment assez peu, effectivement, de nos déficits sociaux. Ça, c'est peut-être pour plus tard, aux alentours de mai, peut-être, quand on va ouvrir la boîte. Ça reste quand même dans les esprits, en arrière-fond. Pour le moment, les Français n'ont pas forcément envie de l'aborder tout de suite parce qu'ils n'ont pas le sentiment qu'on on n'en est pas tout à fait sorti, tout en étant donc sorti. Le quoi qu'il en coûte est encore plutôt privilégié, mais c'est vrai qu'ils ont en tête qu'effectivement, il peut y avoir aussi cette question de la dette. Nicolas Bouzou, cette gestion de la crise, alors on est un peu loin du regard que vous portez dans votre livre Homo Sanitas, qui est un livre très global sur la manière d'observer l'évolution de notre santé, mais la gestion de la crise Covid, vous êtes surpris de ces 38-39% des Français qui considèrent après tout que c'était pas si mal? Non, là encore, je partage. Je pourrais d'ailleurs reprendre très exactement ces mots, c'était pas si mal.
il faut quand même se remettre dans l'incroyable difficulté et dans l'incroyable incertitude que l'on avait au début de cette crise. En fait, c'est quand même un peu facile la façon de faire de pas mal d'observateurs qui consiste à analyser aujourd'hui avec les informations d'aujourd'hui. Enfin, moi, je me souviens très bien du début de la crise. En effet, on ne savait rien, on avait une incertitude totale. Et je trouve que globalement, on s'en sort pas si mal. Alors, on s'en sort pas si mal. Sur le plan sanitaire, c'est extrêmement complexe. Et en fait, il est trop tôt pour faire un bilan. Mais même dans 2 ans, il sera trop tôt, en fait, pour faire un bilan. Parce que vous savez, quand je regarde certains observateurs qui comptabilisent le nombre de morts, mais une épidémie, ça ne se comptabilise pas en nombre de morts. Une épidémie, ce n'est pas une catastrophe naturelle. Une catastrophe naturelle, ça peut se comptabiliser en nombre de morts. Une épidémie, c'est un process systémique qui s'étend tout seul, qui fait énormément de dommages dans une société. Vous savez, alors pardonnez-moi de m'auto-citer, mais comme vous avez eu la gentillesse d'en parler, Arnaud, ce que je montre dans Homo Sanitas, c'est que les deux événements qui peuvent vraiment mettre une société par terre, il n'y en a que 2, c'est les guerres et les épidémies. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Et les guerres, y compris guerres civiles et les épidémies. Parce qu'une épidémie, je vous le dis, ça peut vraiment couper toutes les relations sociales. Donc il n'y a rien de plus complexe à traiter. Donc je trouve qu'on ne s'en sort pas si mal. Et alors, du point de vue économique, là, il suffit de lire les indicateurs. S'il y a un an, faisons cet exercice de pensée. S'il y a un an, vous avez dit, dans un an, on aura rattrapé le niveau d'activité économique d'avant-crise. Et fait mieux. On sera le seul pays de la zone euro à avoir fait ça. L'Allemagne ne l'aura pas fait. Bien sûr. On aura 300 000 emplois dans le secteur salarié équivalent temps plein. Ce pas des faux emplois, hein, c'est des vrais emplois avec un contrat de travail. Les entreprises, elles n'embauchent pas pour faire plaisir. Hein. On en aura 300 000 de plus qu'avant la crise. Alors certes, ce sera au prix d'un endettement qui aura été de 17 points de PIB. Voilà. Mais bon, est-ce que vous auriez pensé cela possible? Moi, non. Voilà. Donc je crois qu'il y a un moment où il faut se dire, la crise sanitaire, c'est la plus grave depuis 100 ans. La crise économique, c'était la plus grave depuis 80 ans. On n'en est pas complètement sorti. On a plein de problèmes, des problèmes de dette, d'inflation, etc. Mais vu la gravité de ce qui nous est arrivé, moi, quand même, je dis que collectivement, on peut se dire qu'on n'a pas été si mauvais que ça. C'est intéressant ce que dit Nicolas Bouzou, parce que même certains économistes disent que cette crise Covid nous ouvre finalement une nouvelle période de 30 glorieuses économiques, alors pas sur les mêmes bases, avec évidemment le développement durable et tous les sujets qui sont évidemment liés. La Big Pharma, j'ai lu des chiffres extravagants, c'est-à-dire que cette crise Covid, elle a aussi, malheureusement, on parlait de Sanofi en début d'émission, alors Sanofi n'est pas dans le jeu, mais les grosses sociétés, toutes les marques que l'on connaît, je pense à Pfizer évidemment, c'est un marché gigantesque, c'est quoi? C'est plus de 60 milliards. Le marché du vaccin, bien supérieur à ce que représentait le marché avant la crise Covid, évidemment. Je pense qu'il faut faire attention justement, parce que de ne pas faire d'assimilation. On constate, vous avez les laboratoires qui ont cherché, développé, trouvé un vaccin et qui ont réussi à le commercialiser. Soit eux-mêmes, soit par partenariat, soit avec associations. Et d'ailleurs, c'est aussi un des enseignements de la crise, c'est que là aussi, elle a fait sauter beaucoup de murs, de silos, etc. Puis vous avez le reste des laboratoires qui ont fait leur métier sur leur activité qui, eux, ont traditionnelle. Et je pense qu'il faut distinguer cela. Puis vous avez aussi les petits. Et les petits, notamment, dans les entreprises du LEM que vous citiez tout à l'heure, on a à peu près 50% d'entre elles qui sont des PME, des TPE, qui sont des boîtes de moins de 50 salariés. Il y en a à peu près la moitié. Et ces boîtes-là, pour elles, l'hiver de la crise, il a été très froid. Il a été difficile. Et aujourd'hui, ce chemin de croissance, elles vont le retrouver, mais pourquoi petit à petit. Parce qu'on a concentré les efforts sur le Covid et que certains soins ont été, entre guillemets, pas négligés, mais mis de côté. Non, mais parce qu'ils ont fait face aussi aux mêmes difficultés. Je vous donne un exemple. Moi, quand je suis... Nicolas évoquait le début de la crise. Moi, je me revois très bien il y a 2 ans. Juste avant que le confinement ne soit officiellement annoncé, déclaré, appelé, à peu près une semaine avant, on a décidé dans mon entreprise de fermer et de renvoyer les gens chez eux. Notre métier, il est de faire, on a des activités au siège, on a tous les métiers classiques, mais on a des activités, on fait de la recherche, clinique, on a plus de 200 essais cliniques qui courent en France. On avait plus de 5000 patients qui dépendaient de ces essais cliniques. On a une activité de fabrication, de manufacturing de produits. Puis c'est des produits qui sont essentiels. On ne vend pas du paracétamol sur lequel il existe un générique. C'est des produits, les patients ne peuvent pas s'en passer. Et je vous assure que le jour où j'ai mis la clé dans la porte, en me disant maintenant tout le monde rentre chez soi,
je me suis senti quand même assez seul à ce moment-là, en se disant, mais est-ce qu'on va être capable de tenir la chaîne? Est-ce qu'on va être capable de faire nos métiers? Et alors, va vous être avez capable... pu... Et on l'a fait. Et on a réussi à le faire. Il y a quelque chose d'un peu miraculeux, hein, parce qu'on l'a fait, on n'est pas les seuls. Hein. Si je regarde mes collègues dans les autres, mes confrères des autres entreprises ont très largement réussi à le faire. Mais il fallait avoir... je pense, pour des entreprises, on parle des big pharma, des épaules assez solides pour permettre de faire ça. Et pour d'autres entreprises, peut-être plus fragiles, c'était plus dur. Je m'autorise cette question pour faire le lien. J'évoquais les GAFA, je ne voudrais pas qu'on les oublie. Les big pharma, on le voit, sont en particulier des entreprises américaines ou des chercheurs partis aux États-Unis à qui on a donné les moyens de développer et de gagner beaucoup d'argent. Est-ce que vous avez une inquiétude, vous, au LEM, et vous avez occupé des fonctions sur des présidence européenne sur les laboratoires. Est-ce que vous craignez que les GAFA, qui sont partout, prennent aussi des parts de marché sur la santé? J'ai vu que Google développait des hôpitaux, qu'elle réfléchissait à gérer des datas pour nous soigner. Est-ce qu'on est en train de changer d'air? Est-ce que notre vieux modèle là, est en train d'exploser? Écoutez, il y a deux choses là-dedans. L'environnement change, et quand on parle de santé, quand on parle de stratégie de santé, d'entreprise, de médicaments, le périmètre a évolué. C'est-à-dire que ce qui fait l'innovation, c'est plus simplement l'innovation thérapeutique. C'est l'évolution technologique et c'est toute l'innovation qui nécessite également qu'on travaille sur l'accès. Le métier a changé. Donc, le métier changeant, c'est normal que les acteurs changent. Forcément. Et de nouveaux acteurs peuvent considérer la santé. Je voyais que Samsung, par exemple, est une entreprise inattendue, mais qui s'intéresse également, par exemple, ils sont aux biosimilaires, aux produits de biotechnologie. Donc les frontières sont en train d'évoluer. Google, ce n'est pas une invention. Ils se positionnent sur l'accumulation. On est d'accord. Oui, bien sûr. Parce que le métier change. Certains acteurs peuvent considérer ce secteur-là avec une expertise qui avant les rendait tout à fait inéligibles. Non mais vous le dites très bien. Avant, on inventait des molécules et on les vendait sur un marché du médicament. Si Google récupère des datas et arrive à faire une médecine prédictive, les laboratoires, entre guillemets, sont challengés au plus haut niveau. C'est vrai. Mais, je m'autorise. Attendez, oui, c'est vrai, mais il faut revenir quand même au métier. Notre métier, c'est on fait de la recherche. On fait à peu près une molécule sur 10 000, enfin un développement sur 10 000 devient une molécule qui peut être commercialisée. Oui. Donc on fait de la recherche. On fait du développement clinique parce qu'on est aussi dans un environnement dans lequel il faut s'assurer de l'efficience du traitement, de sa qualité, etc., etc. Donc on fait du développement clinique, c'est un autre métier. On fait du manufacturing et on est sur des métiers de fabrication qui sont de plus en plus raffinés. Si vous parlez biotech, si vous parlez thérapie génique, il faudrait qu'un jour on vous montre on appelle plus ça des usines. Quand on parle d'usine, on pense cheminée, tout ça. C'est pas du tout la même chose. C'est 4.0, là, c'est l'industrie 4.0. Puis derrière, vous faites de l'accès, vous faites du suivi, parce que le traitement, le parcours de traitement, le parcours de soins du médicament a complètement été transformé. Et Frédéric Valtou pourrait en parler beaucoup mieux que moi. Donc ce métier-là, il a beaucoup évolué. Et je doute beaucoup qu'un Google soit capable d'un seul coup de se mettre à faire. Peut-être qu'ils peuvent contribuer à faire la recherche. Peut-être qu'ils peuvent contribuer à faire un peu à affiner la qualité du développement clinique, mais ils ne feront pas le développement clinique. Je doute beaucoup qu'ils se mettent à faire du manufacturing et je doute beaucoup qu'après ça, ils fassent de l'accès au marché. Donc ils peuvent contribuer, mais ils ne seront jamais un acteur plat. Mais c'est intéressant d'entendre le président du LEM aussi défendre son industrie et ses laboratoires. Frédéric Valtou, parce que côté hôpital, vous êtes de l'autre côté, vous avez les datas, vous avez les données de santé. Je veux dire, c'est l'or noir du 21e siècle, ces données de santé. Oui, mais enfin, tous ces GAFA et toutes ces entreprises, Google la première, mais d'autres, inévitablement poussent les acteurs privés, publics, à changer et à s'adapter et à intégrer effectivement les nouvelles technologies, à intégrer le numérique, à intégrer la gestion des données de manière beaucoup plus active et en étant beaucoup plus volontariste. S'ils ne le font pas, effectivement, si on ne le fait pas, et si même dans notre pays, de manière réglementaire, il n'y a pas des réformes qui aident aussi les professionnels à bouger, inévitablement, ils vont rentrer dans les interstices du système. Évidemment. Et ils vont pallier aux carences du système. Donc ça, c'est effectivement une adaptation qu'il doit falloir faire, même pour les hôpitaux. Vous voulez rajouter quelque chose, Frédéric Valtou? Parce que je voudrais juste donner la parole à Nicolas Bouzou. Vous savez, il est très bavard, mais passionnant. Nicolas, je sais que c'est un sujet qui vous tient très à cœur. Je vous fais sourire, évidemment. Ça vous tient très à cœur, cette question des datas. Il y a d'autres économistes qui travaillent sur ce sujet. Et sur les questions de santé, ce sont des enjeux. Et je redonnerai ensuite la parole à Laure Salvin. Qu'est-ce que vous en pensez sur cette question de... Les GAFA pourraient finalement devenir, étant propriétaires de ces datas, et donc deviendraient finalement, ou challengeraient, ou prendraient la place et transformeraient le modèle. Enfin, je vais un peu loin peut-être.
Non, on est globalement aujourd'hui au cœur d'une troisième révolution industrielle, qui est celle du numérique, de l'intelligence artificielle, des robots et des biotech. Et l'un des secteurs que ça change le plus, c'est le secteur de la santé. En fait, quand il y a une révolution industrielle, les deux secteurs qui changent le plus, c'est les transports et la santé. On va reprendre toute l'histoire économique depuis le siècle de Périclès, ça s'est toujours passé comme ça. Donc on est typiquement là-dedans aujourd'hui. On le voit avec, je vais prendre un exemple très concret que tout le monde connaît, les vaccins ARN messagers. Au fond, si je caricature un peu, l'ARN messager fait passer l'industrie des vaccins de la chimie au numérique. Je caricature un peu, mais on est quand même un peu dans cette logique-là, si vous voulez. C'est-à-dire que ce n'est pas la même façon de faire. Voilà. C'est vraiment une transformation industrielle qui est très importante, avec donc fatalement de nouveaux acteurs qui entrent. Là encore, on peut prendre des exemples très concrets. Moderna est quand même un nouvel acteur. BioNTech, dans l'affaire Pfizer-BioNTech, regardez, c'est très intéressant la façon dont ça s'est passé. Globalement, là encore, je schématise un tout petit peu, pardonnez-moi, mais c'est BioNTech qui a trouvé le vaccin et c'est Pfizer qui le produit, qui l'industrialise. C'est très intelligent d'ailleurs, c'est vraiment pile la bonne façon de faire. Mais donc vous voyez que même si ce n'est pas les GAFA, je pense que l'industrie pharmaceutique, elle est reconfigurée par de nouveaux acteurs. Et donc l'enjeu en matière de politique industrielle, c'est ça pour ces prochaines années, c'est vraiment faire coopérer le public, les gros acteurs qui ont la capacité d'industrialisation, les startups, les licornes, demain j'espère les décacornes, qui ont la capacité à faire de la R&D très disruptive. Voilà, c'est faire travailler tout ce monde-là ensemble pour qu'en France, on soit capable de trouver et d'industrialiser des molécules qui soient innovantes. Et ce sera absolument formidable parce que Frédéric Valtou les utilisera dans ses hôpitaux et ce sera formidable pour les patients. Et Frédéric Collet développera beaucoup les investissements et l'emploi en France. Et donc, on sera tous gagnants. Vous voyez, c'est ça, à mon avis, ce qu'il faut viser. C'est le monde merveilleux de Nicolas Bouzou. Nicolas Bouzou va avoir plus de bouquins. Je ne dis pas qu'on y est. Non, on n'y est pas. Non, mais on est d'accord, nous n'y sommes pas. Juste, je sais que vous avez envie de reprendre, juste Laure, parce que je vous ai coupé en plein vol et c'était important. On a parlé de la France 38-39, où les Français étaient mitigés, mais avec un score assez intéressant de Français qui disaient après tout, on s'en est pas trop mal tiré. Ça donne quoi sur le plan européen? C'est intéressant aussi de se comparer. Tout à fait. Et là, justement, on retrouve de la fierté, justement, chez les Français. On voit que finalement, les gouvernements des principaux pays européens s'en sont moins bien sortis aux yeux des Français que le gouvernement français. Il y a juste l'Allemagne qui nous devance, vraiment le sentiment, effectivement. Mais vous voyez, c'est très proche, 59-55%, que le gouvernement allemand, finalement, a très bien, ou plutôt bien géré la crise. Nous, on est loin devant, je dirais, la Suède, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni. Et là, en effet, on voit effectivement que cette crise, elle a été y compris bien gérée d'un point de vue politique. Et je parlais un peu de politique, on a vu, je ne sais pas si vous avez vu... Vous nous ouvrez la troisième partie de l'émission. Je vais vous ouvrir la troisième partie. Mais évidemment. Dans le dernier baromètre Figaro Magazine, on voit d'ailleurs que Bruno Le Maire, on en a beaucoup parlé de l'économie, Bruno Le Maire progresse en termes de confiance et d'attente de la part des Français, voilà, pour qu'il pèse aussi... en première ligne, quand même, pour faire de la pédagogie. La deuxième personnalité préférée des Français. Vous vouliez intervenir, Frédéric Valtou? Parce qu'on est entré, vous avez vu, doucement, et on a glissé, on a quitté les GAFA. Commentaires sur les chiffres qu'on voyait tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, les Français ont un regard positif. Et moi, là, pour le coup, je le vois comme maire, parce que j'en entends beaucoup parler, parce que les Français reconnaissent au gouvernement la question de l'école et d'avoir finalement d'être un des pays qui a le moins fermé ses écoles par rapport à ce qu'ont vécu les Italiens, ce qu'ont vécu les Allemands, ce qu'ont pu vivre les Anglais. Mais à côté de ça, on a le chiffre de 38% qui est quand même assez élevé, qui pense mal. Pour ça, c'est l'effet du calendrier électoral, c'est-à-dire la présidentielle qui arrive, qui fait qu'on voit bien que depuis un an, le débat s'est un peu radicalisé entre ceux qui sont dans le débat politique, qui trouvent que c'est positif, et ceux qui surjouent le fait qu'effectivement tout ça a été très mal géré. Sans compter les antivax d'ailleurs. Et sans compter, alors les antivax, ils sont un peu partout dans le monde. Ouais. Mais en tout cas, je pense que la proximité de l'élection présidentielle agite un peu aussi et fait que finalement, on est un des seuls pays où il y a deux camps. Les ne sait pas, ils sont minimalistes, alors que les autres, clivé, ils sont exactement. Non, je pense que globalement, les Français ont un regard lucide là-dessus. Et la question des écoles, j'en ai beaucoup entendu parler. Les écoles, c'est vrai que c'était dans le débat qui était posé, parce qu'on fermait les écoles, évidemment l'économie de nouveau
s'effondrait, en tout cas était en difficulté. C'était l'enjeu que vous souleviez tout à l'heure, parce qu'il y avait ce choix de, en fermant les écoles, on mettait en danger l'économie. Est-ce que vous aviez... Alors, Frédéric Collet, allez-y, je vous écoute. Deux points que je voulais souligner, parce que je voudrais peut-être, on vient d'aborder, et Nicolas a posé sur la table deux sujets qui sont importants, et je voudrais tuer deux idées reçues. On parle de la data et on a parlé des big pharma. Alors si on met data et big pharma dans la même phrase, c'est le monstre absolu et tout le monde se met à trembler. Et l'intelligence artificielle. Et là, on met l'intelligence artificielle, alors là, on est vraiment champion du monde. La data, elle est absolument essentielle. Aujourd'hui, elle permet de faire en sorte que les patients soient mieux suivis, mieux traités, que les traitements soient plus efficaces, qu'ils arrivent plus rapidement, que les essais soient mieux ciblés. Elle est partout, elle est absolument essentielle, cette data. Ce qui compte, c'est pas la data. C'est qui la possède. C'est qui la possède et l'usage de la data. C'est la façon dont elle est protégée, cette data. C'est absolument essentiel. Donc, faut pas mélanger. La data est essentielle, son usage doit être protégé. La deuxième chose, c'est les big pharma. Et je reviens au point qui était dit, qu'évoquait Nicolas. C'est parce que vous avez des entreprises de cette taille-là, qui ont les reins assez solides. Le métier de l'innovation dans le médicament, c'est un métier de prise de risque. C'est d'abord un métier de prise de risque. Si vous n'avez pas les reins solides, et si des petites biotech se cassent la gueule, si des boîtes de taille moyenne ont besoin de s'épauler, c'est justement parce qu'elles ont besoin de trouver des partenaires qui, eux, peuvent prendre le risque avec eux. Et c'est le rôle des big pharma. C'est leur rôle absolument de pouvoir assumer ces prises de risque. La CNIL a été interpellée par un groupe contre Google Analytics parce qu'ils considèrent que des données médicales sont transférées directement aux États-Unis, sur quelques éléments d'information, et que l'Autriche a sanctionné Google Analytics pour non-respect de la RGPD, qui est cette règle européenne lorsqu'on dit « OK, j'accepte » ou « Non, je n'accepte pas » lorsqu'on rentre sur un site. Je veux dire, il y a des enjeux très, très importants là, sur les 10 prochaines années sur qui possédera la data. Mais la data utile, elle est aujourd'hui soit à l'assurance maladie, soit dans les hôpitaux, plus que dans les GAFA, chez les GAFA. Hein. Sur le plan médical. C'est un coffre-fort, la sécurité sociale. Est-ce qu'on bascule sur notre troisième partie, parce que le temps presse et c'est passionnant. On n'a absolument pas parlé, je voulais quand même qu'on fasse un tout petit tour, parce que là, Frédéric Valletoux est impacté, sur les déserts médicaux. Le sujet est traité par les Français, ça les ulcère dans le sondage. C'est difficile pour eux. Tout à fait. En fait, leur première attente, quand même, les Français, en matière de santé, c'est l'accès aux soins. Et quand ils parlent d'accès aux soins, c'est à la fois accès géographique, lutter contre les déserts médicaux, c'est aussi l'accès administratif. On a un petit peu parlé. Le parcours de soins est compliqué et les Français ont le sentiment, effectivement, qu'ils ont besoin d'être aidés pour savoir comment se sortir, à la fois d'un point de vue administratif, mais aussi d'un point de vue, comme vous disiez, de sens. Qui je vais voir avant qui, pourquoi. Il suffit d'avoir eu des enfants pour savoir qu'en général, ils tombent malades le samedi soir, qu'il n'y a pas de médecin généraliste, que vous vous retrouvez aux urgences avec des gens qui vous disent assez gentiment, et je me tourne vers Frédéric Valletoux, parce que c'est ça la réalité des Français, de tous les Français, et j'en fais partie, on vous dit, mais attendez, vous amenez un enfant, il n'est pas malade. Et vous dites, mais moi, je demande qu'à aller voir un médecin généraliste. Enfin, je veux dire, ce sujet-là, c'est au-delà de la biotech, de tous les débats qui sont des débats fondamentaux, la réalité des Français, c'est ça. Ben pour moi c'est le sujet majeur, c'est-à-dire c'est l'angoisse. Une des grandes angoisses des Français, surtout en ce moment, c'est finalement moins de perdre leur boulot que de ne pas avoir de médecin et de sentir que plus les années passent, plus ça devient difficile de saisir un médecin. Mais c'est marrant parce que ce débat-là, il a préexisté bien avant la crise. Rappelez-vous la crise des Gilets jaunes. Crise des Gilets jaunes, le président Macron lance le grand débat national. Le grand débat, il va dans des salles avec tout un tas de maires et il commence à discuter. De quoi on lui parle? Pas d'emploi, pas de logement, pas de transport ou marginalement. Par contre, la clinique qui ferme, l'hôpital qui ferme, la maternité, le médecin qui a disparu, qui n'est pas remplacé. Voilà. Et là, ce sujet éclate dans ce débat, alors que ce n'était pas du tout prévu, il n'avait pas prévu d'en parler. Rappelez-vous, il avait prépositionné 5 ou 6 thèmes, il n'y avait pas la santé. Celui-ci a monté très haut, très vite. A remonté évidemment très fort. Parce que les Français voient bien, et depuis une dizaine d'années, que même si les politiques n'en parlent pas, parce que la santé, c'est un sujet compliqué quand on est politique, parce que c'est un sujet qui est traversé de mille et un conservatisme. Très technique aussi. Dès qu'on veut faire bouger, ça fait gueuler tout le monde. Dès qu'on veut faire bouger un critère. Donc c'est vrai qu'ils y vont à reculons. Mais les Français, aujourd'hui, ils les rappellent à l'ordre. Et le débat présidentiel alors c'est vrai qu'il y a eu la crise
crise, on peut difficilement pas parler de santé après la crise sanitaire. Mais néanmoins, je pense que même s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, le sujet de la santé, ne serait-ce que parce que par la question de l'accès aux soins, ça aurait été une question importante de l'élection. C'est intéressant, on va le commenter, c'était une petite parenthèse, je voulais l'ouvrir et la fermer. Peut-être qu'on va fermer cette parenthèse, c'est l'impact de la crise sanitaire dans le vote des Français. Juste d'un mot, Nicolas Bouzou, si vous êtes capable de dire un mot pour fermer la parenthèse. Oui. Je voudrais vous entendre l'économie, je sais que ça ne va pas vous plaire ma question, mais est-ce qu'il faut, évidemment le numerus clausus, c'est le nombre de médecins qui sortiront, mais est-ce qu'il faut rajouter l'obligation pour ces médecins, lorsqu'ils sortent, de leur dire non, c'est pas les Alpes-Maritimes, le Var, c'est le Cantal, c'est le Loiret, et c'est des départements ruraux comme le Loir-et-Cher ou l'Eure-et-Loire. Est-ce qu'on oblige ces médecins à dire, voilà, pendant quelques années, vous allez servir et soigner dans des zones où il n'y a plus de médecins? Ou est-ce qu'on laisse le système comme cela? Alors, ça ne va pas marcher parce que le problème aujourd'hui des professions médicales, c'est qu'elles manquent d'attractivité, c'est que les gens ils vont pas assez. Donc si vous diminuez l'attractivité, ça ne peut pas marcher. C'est très beau, l'Eure-et-Loire. Faire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire casser les décrets compétences, permettre à des infirmiers et des infirmières de faire beaucoup plus de choses qu'ils ne font aujourd'hui. Je vous donne juste un exemple concret. Où est-ce qu'en ce moment, où est-ce que nos concitoyens vont faire des tests antigéniques? Où est-ce que vous allez en faire? À la pharmacie. À la pharmacie. Tout à fait. Exactement. Pourquoi est-ce que vous allez en faire à la pharmacie? Ce n'est pas le métier des pharmaciens de faire ça. Ça, c'est le métier des laboratoires. Pourquoi est-ce que vous allez à la pharmacie? Parce qu'il y en a partout. Parce qu'il n'y a pas de désertification pharmaceutique. C'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment s'appuyer sur les infrastructures qui existent et les pharmaciens font ce job formidablement bien. Donc, il faut avoir ce type de réflexion. Merci pour votre réponse. C'est des sujets qui ont été soulevés par des hommes politiques, pas forcément de gauche, pas tous de droite, sur comment on fait pour régler ce problème. Laure Salvin, c'est important parce que vous savez comment je suis. On va déborder sur la durée de notre émission, je vais me faire tirer les oreilles. Vous avez ce slide qui est important parce que là, on rentre dans l'impact concret des questions de santé sur cette campagne présidentielle. Qu'est-ce que nous disent les citoyens ? Alors, dans toute notre série de défis 2022, justement, nous, ce qu'on essaie de chercher, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui va impacter la campagne, qu'est-ce qui intéresse les citoyens dans cette campagne électorale et qu'est-ce qui va jouer dans l'élection présidentielle. Alors, ces questions, moi, je les trouve géniales parce que c'est toujours... vous qui les avez écrites. En plus. C'est cool. Mais, elles sont très, très marrantes parce que quand on demande aux Français s'ils pensent que la crise sanitaire et la gestion de la crise sanitaire va avoir un impact dans le vote des Français, 84% des Français nous disent oui, bien sûr, ça va avoir un impact dans le vote des Français. Et quand on leur dit, et vous, dans votre propre vote, est-ce que ça va avoir un impact? Là, les Français se mettent un petit peu plus en retrait en disant, oulala, attention, question piège. Ils ne sont plus que 51%. Mais c'est déjà énorme, en fait. Quand ils sont à distance, ils votent très large, mais quand ça les concerne directement, ils se disent, oh là là, je ne vais pas prendre de risque. Exactement. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est la même façon quand on pose la question sur... Là, c'est compliqué le métier de sondeur. Parce que là, il faut faire... Sur la sécurité routière, par exemple. Est-ce que vous êtes est-ce que les Français sont des bons conducteurs? C'est épouvantable. Non, tout le monde était content. En revanche, moi, je suis super. Non, mais là, moi, ce qui m'a marqué, c'est l'importance, effectivement, de ces scores. C'est-à-dire que malgré tout, et vous disiez qu'avec cette crise aussi, la santé est redevenue un peu sur le devant de la scène. En tout cas, la gestion de la crise sanitaire va être un facteur déterminant de cette élection. Effectivement, la façon dont elle a été gérée va compter dans l'élection. Et alors, je dirais, je ne veux pas non plus déflorer les résultats de l'élection présidentielle. Mais malgré tout, voilà, aujourd'hui, à l'heure actuelle, qui est le plus crédible et à qui on fait le plus confiance pour mener la meilleure politique de santé pour la France actuellement? Ça reste Emmanuel Macron. 39% des Français, effectivement, considèrent que c'est lui, finalement, à qui on peut faire le plus confiance. Juste derrière, il y a Valérie Pécresse avec 31% des Français. Voilà. Et Marine Le Pen à 23%, c'est-à-dire loin finalement de... Loin derrière. Loin derrière. Juste Frédéric Valletoux, c'est intéressant parce qu'il y a eu une petite théorie comme ça, mais qui circulait sur une notion de dégagisme, c'est-à-dire que les crises de type Covid, comme évoquait tout à l'heure Nicolas, très graves, immenses crises, provoquaient finalement des vagues de dégagisme. C'est-à-dire que ceux qui avaient eu à gérer ce type de crise, je pense à Trump notamment, qui
c'est pas le cas, en tout cas, à travers les sondages que l'on voit là. Oui, enfin, attendez, le Trump, il a mis en mouvement son pays et en résistance face au Covid avec un tel temps de retard que, heureusement, ça prouve que les Américains sont un peu lucides. Il le paye sur ses mauvais choix, donc voilà, c'est ça. Donc il le paye sur ses mauvais choix. Là, je pense qu'effectivement, même s'il y a eu des ratés, des déclarations malheureuses au début parce que personne ne savait très bien où on allait, c'est pas ça l'essentiel. Et ça rejoint les chiffres qu'on voyait tout à l'heure. Je pense que les Français reconnaissent que, bon gré, malgré tout, malgré le coût que ça représente, globalement, on s'en est plutôt bien sorti, comme on le disait tout à l'heure. Donc c'est normal que ça se retrouve dans ces chiffres, avec une deuxième aussi sans doute grille de lecture, c'est qu'on n'est pas totalement sorti de la crise encore. Hein. On y est encore. On a encore des protocoles en cours, on a encore des chiffres tous les jours, on a encore des rappels de vaccins, prise en charge importants. Voilà, donc on a encore des variants qui peuvent émerger. Donc on n'est pas encore. Donc le dégagisme arrivera peut-être, ou l'envie de dégagisme aurait pu peut-être être plus fort si l'élection présidentielle était peut-être dans 1 an ou 1 an et demi, je ne sais pas quand cette crise se terminera, mais que la parenthèse était réellement fermée. Là, la parenthèse, elle n'est pas complètement fermée. Je ne vous pose pas la question sur le plan politique, puisque le LM n'a pas à se prononcer parmi tous ces visages. D'ailleurs, Christiane Taubira a été calculée, là, et d'ailleurs, elle est à 20% en confiance sur la gestion de la crise. Non, une question vraiment de béotien, parce que ce que posent beaucoup de Français, est-ce que tous les ans, on va finalement jamais réellement sortir de ce vaccin et on va devoir faire des rappels dès que les frimas arriveront, où vous dites, on a des laboratoires chez nous en France qui sont en train de travailler sur, cette fois-ci, des médicaments, sur des choses qui soient différentes. Est-ce qu'il y a de l'espoir par rapport à cela, ou est-ce qu'on va rester dans une espèce de rythme permanent de rappel, et puis on va s'y habituer après tout? Bien sûr qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir en France, il y a de l'espoir ailleurs. Il y a plus de 300 développements en cours aujourd'hui de traitements, de vaccins, et donc des vaccins sur au moins 4 différentes plateformes technologiques. Donc bien sûr qu'il y a de l'espoir. Ce qui est extraordinaire, c'est de se dire, même s'il avait fallu 2 ans et qu'aujourd'hui seulement on est un vaccin, ce serait déjà extraordinaire. Il a fallu 8 mois pour le développer. Vous vous rendez compte, ça prend 10 ans normalement. C'est du jamais vu, ça. C'est du jamais vu, c'est incroyable. Est-ce qu'on basculerait aujourd'hui, je pense que la prochaine étape, au-delà des vaccins, c'est certainement sur les traitements. C'est-à-dire, finalement, aujourd'hui on le voit très bien avec le nouveau variant, c'est que, bon, bien sûr, il y a des gens pour qui c'est très pénible et il y a des gens pour qui c'est même fatal. Pour autant, c'est un variant qui est qui touche beaucoup de monde et qui est plutôt bien toléré, si je peux dire. Ça, mais ce qui nous inquiète, c'est la saturation des hôpitaux. Ce qui nous inquiète, c'est que les médecins, les services hospitaliers soient mis sous une pression qui est inhabituelle et qui mettent du coup à mal également tout ce qui est périphérique, c'est-à-dire les autres traitements, les autres personnes. C'est un autre sujet, et ça, c'est un sujet. Donc aujourd'hui, la prochaine étape, ça va être le développement de nouveaux traitements. Et les traitements qui vont permettre de dire... On est dessus. Vous êtes dessus. Oui, bien sûr. Enfin, bien sûr. Le LEM, c'est-à-dire. Oui, non, mais pas le LEM. Et le monde entier, pas le LEM, mais bien sûr, tous les labos bossent là-dessus. Enfin, beaucoup de labos bossent là-dessus. Un dernier mot, puis on va accueillir notre éditorialiste. La parenthèse n'était pas finie, que la crise n'était pas finie, et ça rejoint. Faut quand même pas oublier que quand on aura levé le voile complètement sur ce qu'a été l'impact et les conséquences de ces crises, on regardera aussi tous ceux qui, n'étant pas Covid, n'ont pas pu être pris en charge, ont eu des retards de diagnostic, ont développé des maladies mentales, des maladies Mais excusez-moi, vous avez des statistiques sur ces sujets? Non, il n'y a pas de statistiques. Nombre de patients qui auraient pu Alors, ou il qui auraient été... y a des chiffres bruts. Il y a des chiffres bruts. Il y a 3 millions d'actes médicaux qui n'ont pas eu lieu en 2020 et en 2021, donc sur 2 ans, qui ont été, qui ont été déprogrammés, comme on dit. Alors, dedans, il y a un peu de tout. Il y a des actes qui ont été reprogrammés, il y a des gens qui ont disparu, enfin, je veux dire au sens où ils sont sortis du système, ils vont peut-être réapparaître avec évidemment des pathologies qui ne sont pas revenus, avec des pathologies plus avancées, donc on ne sait pas ça le dire. Mais il y a inévitablement un coût de santé publique qu'on ne sait pas apprécier encore, mais qui est, je veux dire, une contrepartie une conséquence de la crise, qui aura aussi un impact social, de coût social, un impact sur le système de santé, qui sera important, mais qu'aujourd'hui on ne mesure pas. Mais comme disait d'ailleurs Nicolas Bouzou, qui est pour l'instant... Parce qu'on a beaucoup centré le système de santé sur la prise en charge du Covid, mais la vie a continué et pour certains, il y a eu une difficulté à accéder à la prise en charge. Alors vous qui nous regardez, on va passer à notre dernière partie d'émission pour accueillir, vous connaissez, c'est la tradition de l'émission Défi 2022, un éditorialiste, une éditorialiste, et aujourd'hui vous la connaissez,
Vous l'avez regardé presque tous les soirs pendant cette crise Covid, c'est Margot de Frouville. On est très très heureux de l'accueillir, on va lui laisser une toute petite place. Margot, bonjour, vous êtes la chef de service à BFM, chef de service santé. Et c'est vrai que des millions de Français vous ont suivi, vous ont écouté, ont vu la manière et la pédagogie que vous avez fait, parce qu'il fallait faire beaucoup de pédagogie. Alors vous allez challenger nos deux invités, mais on avait, et là c'est un peu exceptionnel, on a un slide assez intéressant, Laure, sur la relation des Français à l'égard de cette crise et puis la relation aux médias, parce que les médias ont joué un rôle essentiel. Effectivement, on a essayé de voir comment les Français percevaient l'information qu'ils recevaient. Et effectivement, 82% des Français nous disent que des informations fausses ou trompeuses circulent dans le débat public autour de la santé. Donc c'est plus largement, hein, c'est pas que dans les médias, évidemment. Sur les réseaux sociaux, sur voilà. Internet. Mais il y a vraiment ce sentiment qu'en fait, ils n'appréhendent pas vraiment la matière, qu'ils ne connaissent pas le fin mot de l'histoire et qu'ils sont un peu baladés d'une information à une autre. Juste un petit mot, parce que vous avez fait un beaucoup défi de pédagogie. pour nous, clairement, en vivant, on n'était pas du tout au temps de la science, le temps médiatique, avec encore moins de l'info en continu. Ça rappelle ce qui a été dit tout à l'heure, le fait que c'est toujours facile de réécrire le présent en fonction du passé, ou plutôt l'inverse, qu'il faut vraiment ajuster en fonction des connaissances en temps voulu, qu'on a été abreuvé d'informations, de témoignages en permanence. Et sincèrement, on a développé le service santé à un point inédit, et malgré la mobilisation, on était tout juste assez pour lire tout ce qui publiait, tout ce qui paraissait et toutes les nouvelles informations, et on n'avait pas l'impression de se répéter en plateau parce qu'il y avait tellement de publications tous les jours, quasiment, d'informations, et puis parfois aussi des protocoles avec les conférences du gouvernement, que c'était vraiment inédit dans la façon de traiter l'information. Je pense que l'info continue ne s'y est jamais aussi bien prêtée, parce que c'était vraiment une matière tellement évolutive. J'ai pas le souvenir d'avoir. Après, il y avait toujours ce côté redondant des chiffres et des bilans qui étaient vraiment propres à la première vague, mais sur le reste, très utile, cela. On les attendait. Enfin, pour être très sincère, tous les Français attendaient ces chiffres. C'était à la fois très angoissant et utile. Oui, je pense qu'il n'y a jamais eu autant besoin d'informations, et on l'a vu au niveau des audiences, que pendant le printemps 2020. C'était inédit. Inédit. Les médias, et on ne parle pas des médias, parce que ce n'est pas un procès qu'on fait aux chaînes d'information, je dirais c'est au bruit de fond d'Internet, c'est ces informations qui ont circulé. Avec notre rôle aussi de corriger, d'expliquer. Et oui, en permanence de dire non, c'est pas ça. De ne pas faire aussi comme si ça n'existait pas, de reprendre les faits, et ça c'était vraiment le leitmotiv, et ça l'est encore, juste de rester factuel. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Pourquoi on ne peut pas dire que c'est forcément très clair? On s'en souvient, en permanence en train de rectifier. Vous en pensez quoi? Parce que vous êtes un observateur, vous êtes président du LEM. C'est compliqué la gestion médiatique sur une épidémie, comme disait Nicolas Bouzou. C'est une guerre ou une épidémie, ce sont des choses terriblement graves, difficilement gérables. C'est très difficile, et les médias ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour gérer ça. Moi, j'ai quand même été quelquefois surpris de voir qu'on accordait beaucoup d'attention à ce qui déraillait par rapport à ce qui fonctionnait. Je pense à l'exemple des antivax. 100 000, 150 000, on leur a trop donné la parole. 200 000 personnes dans la rue, alors énorme événement. 50 millions de Français, 55 millions de Français qui sont vaccinés en quelques mois, alors qu'il y a un an, 60% des gens disaient le vaccin peut-être pas pour moi, pas tout de suite. Et puis ça ne marchera pas, parce qu'il y avait l'idée que c'était ça qui était édifiant, c'est ça qui est extraordinaire. Et je trouve qu'on a accordé quelquefois beaucoup d'espace à ce qui ne fonctionnait pas. Voilà, on a répondu à ce slide. C'était intéressant parce que chaque fois, chaque sondage défi 2022, on a évidemment un élément consacré à l'information, mais il était important de passer celui-ci dans le contexte de la santé, parce qu'on n'a jamais autant parlé de santé et de médias. Frédéric Valtou, un mot, parce qu'après vous allez être challengé par Margot de Frouville, qui a écouté, qui a pris des notes et qui va peut-être vous poser des questions. Sur le traitement des médias, je pense qu'effectivement, l'effet de sidération, il a concerné les médias, et c'est logique que le calage aussi, par rapport à ce qu'étaient les bons interlocuteurs, etc., a mis du temps. Il y a aussi des personnes, je veux dire, dans le monde médical qui ont fait énormément de mal, au discours de vérité. Enfin, je veux dire, le gourou Raoult, du haut de son IHU le gourou Raoult, je rappelle, encore une fois, j'essaie d'être que le président de la République est allé le voir, ça a été d'ailleurs extrêmement médiatisé et que c'était formidable.
on peut dire avec le recul, on peut gentiment l'appeler le gourou Raoult. Enfin, Oui, bon, voilà, moi je... voilà, qui d'ailleurs, dès ses premières déclarations, était quand même assez remis en cause par une communauté médicale assez large, mais qui n'avait l'impression de ne pas pouvoir être entendu ou moins entendu. Et ce sont des personnes qui, effectivement, ont fait énormément de mal. Alors, on s'en aperçoit toujours, évidemment, plus avec le recul, mais énormément de mal. A eu l'occasion de l'interviewer, ça a été un mano à mano, vous étiez deux face à lui. Bon, mais après, c'est un personnage qui ne sort pas de nulle part non plus. Je veux dire, c'est quelqu'un qui avait tous les diplômes, toutes les reconnaissances internationales, qui avait accumulé tous les voilà, bon. Mais simplement, il avait toutes les médailles, il y a eu un jusqu'au-boutisme de certains, lui et d'autres, qui effectivement a fait du mal à un discours. Excusez-moi, Frédéric Valletoux, parce que vous êtes à la fois le président de la Fédération hospitalière et aussi maire de Fontainebleau. Les hommes politiques, pour certains d'entre eux, ont eu des positions un peu ambiguës. Bien sûr. Non, mais bien sûr, hésitantes, pour le moins. Mais au gouvernement, dans les partis, sur les plateaux, enfin bien sûr. Et c'était une période qui était compliquée. Donc moi, je ne jette pas la pierre aux médias, effectivement, pour essayer effectivement de trouver la voie de passage. Margot de Frouville, alors vous avez tout écouté, évidemment, en coulisses. Est-ce que vous avez envie de challenger, de poser sujets, je pense, qui devront prendre une importance dans cette campagne, je l'espère, parce que c'est quand même dans 2 mois le premier tour, ça va arriver très vite. 75 jours. La crise de l'hôpital, je pense que c'est vraiment très important d'y revenir, parce que c'est un sujet qu'on traite depuis des années en tant que journaliste santé, mais dont le grand public a vraiment pris conscience avec cette crise sanitaire. Et je pense qu'il y a quand même un risque pour le pouvoir politique de se reprendre ça en boomerang en voyant que ça n'a pas forcément évolué, puisque la situation de l'hôpital, elle est clairement pire qu'il y a 2 ans. Je discutais tout à l'heure avec un chirurgien de la PHP qui me disait on a eu une réunion de crise. C'est simple, sur les 16% de blocs opératoires fermés à la PHP, cette semaine, il y en a 0% qui le sont à cause du redéploiement de personnel à cause du Covid. Donc tous le sont à cause du problème structurel du manque de personnel. Quand on discute avec des directeurs d'hôpitaux aussi, un directeur d'un groupement hospitalier dans l'Essonne me disait, et c'était il y a 1 mois et demi de cela, je pourrais recruter demain, si j'avais les candidats, 102 personnes. Donc infirmiers, aides-soignants, médecins. Il y a une compétition, Frédéric pourra peut-être en parler, presque pour récupérer du personnel entre les hôpitaux. On parlait d'attractivité, mais voilà, c'est vraiment un sujet clé. Et le collectif Interhôpitaux qui avait mobilisé déjà avant le Covid, en disant que la course à la rentabilité, c'était plus possible, sur la question de la perte de sens pour le personnel soignant, quand vous bougez d'un jour à l'autre, un personnel d'un service qui ne connaît pas les patients, il ne connaît pas les spécificités. L'impression d'être un pion sur un échec, d'être appelé sur ses jours de congé, tout ça. Des choses qu'on ne peut plus accepter au bout d'un certain temps, et on peut comprendre facilement le personnel soignant. Et donc, il y avait eu une démission symbolique de 1000 chefs de service de leur fonction administrative. Ça, c'était avant le Covid. Et ce qui est intéressant, c'est que le collectif Interhôpitaux a refait un sondage en interrogeant ces 1000 chefs de service démissionnaires. Donc on rappelait que c'était juste les fonctions administratives, mais c'était pour marquer le coup. Et donc il y a un peu moins de la moitié de ces chefs de service démissionnaires qui ont répondu. Et quand on leur demande est-ce que ça s'est dégradé évolué, ou comment ça a évolué, ils sont 65% à dire que ça s'est dégradé, 35% qui disent que c'est ni mieux ni pire. Et à la question est-ce que le Ségur, parce qu'on rappelle quand même 19 milliards d'euros, personne ne peut dire que c'est rien, enfin, c'est quand même considérable, qui ont été mis sur la table. Est-ce que ça a rendu l'hôpital public non plus attractif? Ils sont non à 95%. C'est ce qu'a dit Nicolas Bouzou ou Frédéric Valletoux. Je crois que c'est Nicolas qui disait que finalement il y avait plus de départs après, après cette augmentation. Il y a eu beaucoup d'espoir aussi avec la crise, quand le personnel a vu qu'ils avaient l'espoir que la gouvernance changeait, que les médecins se retrouvaient décisionnaires, qu'on n'avait plus besoin de passer par la hiérarchie pour prendre un tas de décisions. Mais 68 de l'hôpital, c'est-à-dire. Et la déception a été encore plus violente. Ils ont été touchés parce que de nouveau l'ARS a repris la main. Excusez-moi de revenir à cette marque employeur, d'utiliser des mots de l'entreprise sur l'hôpital, parce que finalement ça crée ce malentendu. Mais est-ce qu'il ne faut pas une marque employeur, des ressources humaines, une manière d'accompagner les carrières, de faire en sorte que quand on y rentre, on puisse y évoluer? Est-ce que ça, c'est une réflexion que vous portez au sein de votre fédération hospitalière? Parce que gérer un hôpital, c'est un peu comme une entreprise. Les gens ne sont pas des pions. Enfin, je vous accuse pas d'ailleurs, Frédéric Valletoux. Mais de fait, je veux dire, un hôpital, c'est une entreprise de service public. C'est bon, mais donc ça veut dire, ça peut être évidemment qu'il y a un budget, il y a une colonne recettes, il y a une colonne dépenses, il y a des ressources humaines, il y a des carrières à assurer, etc. Bien sûr, tout ça, cette dimension, elle existe, elle est prise en compte. Juste pour revenir à ce que disait Margot de Frouville, et elle a entièrement raison, avec un risque d'ailleurs que les vagues de départ que l'on connaît aujourd'hui et qui sont
marginales, elles existent, mais elles sont marginales, mais elles peuvent être pires demain, après la crise, en sortie de crise, parce que, et je suis comme Margot, moi aussi je vais beaucoup dans les hôpitaux, et ce que j'entends le plus depuis des mois, c'est cette angoisse des soignants de dire, mais si l'après ressemble à ce qu'on a connu avant, là on pose le tablier. Là c'est fini, là on tient parce qu'on est encore dans la crise, il y a encore 30 000 patients Covid dans les hôpitaux, parce que voilà, il y a encore tout ça. La passion du métier, l'envie de s'engager. Mais si l'après on sent qu'on repart dans des systèmes de régulation budgétaire forcenée, de contraintes bureaucratiques fortes, là, franchement, dans les dernières semaines d'un quinquennat, il ne se passera rien. Non, là, dans les 3 mois, il ne se passera rien. Par contre, si l'après-présidentiel ne pose pas très vite les termes d'effectivement d'un New Deal pour le système de santé, pas que pour l'hôpital, parce que l'organisation de la médecine libérale, voilà, bien sûr. Et bien effectivement, là, je pense que si jamais on repart dans l'ancien système, c'est là qu'on va voir des vagues massives de départ du système de santé. Margot Frouville, il y avait un deuxième thème. Parce que le là, deuxième sujet, il y a un deuxième c'était sujet. vraiment l'accès aux soins. On a évoqué, ce qui m'avait marqué dans le sondage Kantar, c'était le gap générationnel sur l'attente dans l'accès aux soins. Et c'est assez logique, en fait. On voit que ceux qui ont le plus besoin de consulter, les plus de 65%, ils sont 70% à juger que l'accès aux soins est un enjeu prioritaire, alors que chez les jeunes, on est à 45% pour les 18-24. Ça pose des problèmes, en effet, parce que ça se répercute après sur l'hôpital. On avait 22 millions de passages aux urgences en 2019, c'est 50% de plus qu'au début des années 2000. Il y a des augmentations des recours pour des motifs non urgents, pas parce que les gens viennent aux urgences par plaisir, mais parce qu'ils n'ont pas le choix en fait. Et clairement, tant qu'on n'a pas réfléchi à cette question de quelle est la place de l'hôpital, quelle est la place de la médecine libérale, et quand on sait que parfois, quand il y a des collaborations qui se mettent en place, ça marche très bien, c'est vrai que c'est des questions fondamentales, je pense, qui il y a les maisons de santé qui s'installent de plus en plus dans certaines villes où il y a des relais de médecins. Vide parfois. Vide parfois. Vide. C'est vrai. Voilà. C'est vrai parce qu'il y a peut-être parfois un problème de communication des élus qui. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait le principal problème qu'il y a à gérer dans notre pays pour les prochaines années, c'est effectivement le manque de soignants à l'hôpital, en ville, généralistes, spécialistes, etc. Il y a l'augmentation du numerus clausus, mais ça mettra des années à c'est une porter génération ses fruits. de Pareil, 6 des ans. augmentations dans les écoles d'infirmiers, mais tout ça, ça va mettre des années. Et pour l'instant, il n'y a pas de solution. Moi, je vois pas, quand j'interroge des soignants, des responsables là, on tourne en rond, d'hôpitaux, en fait. on ne voit pas de solution à très court terme. Et ça, c'est vraiment une question, je pense, qui va toucher et concerner tous les Français. Et qui impacte la campagne présidentielle, parce que c'est une réalité. En tout Il cas. devrait, enfin, en tout cas, le sondage le dit. Alors. Et puis je pense aussi qu'il y a une question de croyance dans l'opinion, c'est-à-dire que les urgences, c'est identifié pour j'ai un problème urgent. Urgent, et de toute façon tout problème a priori quand il touche à la santé il devient urgent quand il s'agit de soi ou de sa famille. Je vais aux urgences. En fait je pense aussi qu'il y a des transformations très structurelles du système de santé qui ont eu lieu, et on reparlait de cette histoire de sens et qui n'ont pas forcément été expliquées aussi aux Français, et je pense que dans leur parcours de soins les Français ne savent pas. Si les Français pouvaient éviter de passer 4-5 heures, parfois un peu plus, à attendre pour savoir si effectivement ce qu'ils ont, la douleur qu'ils ressentent, etc., est urgente ou pas, ils s'en passeraient simplement. Je n'osais pas le dire. Quand à 17h ou 18h, ils appellent leur médecin généraliste et que le répondeur dit écoutez, revenez lundi à 9h. Appelez le 15. Allez aux urgences ou appelez le 15. Ils vont aux urgences. Donc il y a aussi un problème. Je ne veux pas reposer la question à Nicolas Bouzou, puisqu'il nous a répondu tout à l'heure sur ma question d'une obligation, je dirais, de soins. Non, mais vous ne me l'avez pas posée à moi, c'est dommage. Eh bien, je vous la pose à vous, Frédéric Valletoux, de la même manière, parce que ce qui est soulevé à travers ce que dit Margot de Frouville, c'est cette question, l'imbrication des deux modèles, l'articulation. Je vais être très synthétique et j'espère pas caricatural. Ce que j'ai dit. Moi, je suis pour une forme de coercition qui n'est pas forcément peut-être au moment de l'installation, mais on ne peut pas fonctionner avec de l'argent public et ne pas avoir en contrepartie à exercer, je veux dire, une contrepartie liée aux missions de service public. Rendre quelques années. Parce que, excusez-moi, mais... Enfin, Nicolas répond à l'attractivité. Un avocat est libéral. Avocat est libéral s'il n'a pas de client, il n'a pas de revenu. Un architecte est une vraie profession libérale. S'il n'a pas de client, il n'a pas de revenu. Un médecin libéral, d'accord, mais enfin, il est quand même financé par la cotisation des Français. Vous soulevez un énorme sujet. Et la contrepartie de ce financement, d'après moi, ça doit être quand même la compréhension que pèsent sur lui aussi des missions de service public. La permanence des soins, on ne lui demande pas de rester jusqu'à 2h du matin, on lui demande peut-être de faire un effort. Voilà. Vous savez, en France, moi je suis maire, en France, on s'est organisé la permanence chez vous, à Fontainebleau ? Ça se passe bien. Ah oui, de ce point de vue-là, oui. On s'est organisé en France la permanence des boulangeries. On ne le sait pas assez, mais dans une ville, il est interdit que tous les boulangers ferment
consomme en même temps. L'accès au pain est réglementé. Toujours une boulangerie on arrive, non mais sérieusement, on arrive à réglementer la permanence des boulangeries, on n'arrive pas à réglementer la permanence des cabinets libéraux. Si dans une ville, tous les cabinets libéraux veulent fermer parce que c'est les vacances en même temps, ils ont le droit de le faire. Je voulais poser la question. C'est quand même une anomalie. Ils n'aiment pas trop, mes amis libéraux, je le dis, mais ça fait partie des sujets gentiment, mais qu'il faut qu'on traite collectivement. J'ai entendu coercition, c'est pas l'avis de tout le monde. Vous en pensez quoi, Margot Trouville ? Il ne faut pas nier le rôle de la médecine libérale, où il y a des organisations comme SOS Médecins, tout ça, qui font un boulot de fou pour assurer la permanence des soins. Mais vous êtes partagé, vous aussi, ça vous dit il y a l'attractivité entre, en effet, ne pas. Je ne pense pas qu'on règle l'attractivité de la médecine libérale à travers de la contrainte, mais c'est vrai que ça pose des questions. Il y a des médecins qui disent qu'il faudrait qu'on nous délègue du temps de soins avec des assistants médicaux. Enfin, il y a beaucoup de pistes qui sont aujourd'hui sur la table et qui laissent à réfléchir. On est en retard évidemment, mais enfin, c'est une tradition dans l'émission, parce qu'après tout, pourquoi pas, on peut aussi se laisser un tout petit peu aller. Ce sujet est fondamental. Nicolas Bouzou, on ne vous a pas convaincu. La coercition de Frédéric Valletoux ne vous a pas convaincu. En dernier mot. Non, mais le raisonnement de Frédéric Valletoux est indiscutable, il est parfaitement juste. En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que ça marche concrètement ? En fait, c'est ça la question, parce que je suis d'accord avec lui, évidemment, sur la logique. Simplement, je me dis, en fait, des médecins, enfin des offreurs de soins, pour parler comme un technocrate parisien, des offreurs de soins, on va en avoir besoin de beaucoup plus ces prochaines années. Donc, j'essaie aussi de réfléchir de cette façon-là. Juste un tout petit mot, je garde la parole 35 secondes, mais en fait, je pense que sur cette question de la désertification médicale, qui est mais essentielle, y compris avec des implications politiques, on l'a vu au moment des Gilets jaunes, il y a eu des études, c'est vraiment une question très importante. La difficulté, il y a sans doute des solutions, mais la difficulté, c'est que ça passe par une transformation de notre système de santé, ça passe par beaucoup plus de maisons de santé, ça passe par moins d'exercices individuels des médecins, ça passe peut-être, alors ça, j'ose le dire, c'est peut-être pas très politiquement correct chez les médecins, mais ça passe peut-être par un peu moins de médecine libérale et un peu plus de médecine salariée. Voilà, vous voyez, ça passe par une organisation qui est une organisation différente. Moi, je suis sûr qu'il y a des choses merveilleuses à faire. On peut arriver au bout de ce sujet, mais c'est vraiment une organisation qui est différente, avec en effet des maisons de santé dans lesquelles on fera du même coup de l'imagerie médicale, médecine générale, on a la pharmacie au même endroit, et avec des gens qui travaillent ensemble, y compris, alors ça en France c'est un peu tabou dans le domaine de la santé, avec des statuts d'entreprise. Oui, si vous mettiez les pieds. Un mot de conclusion, Frédéric Collet, parce que le temps est malheureusement imparti, comme on dit à la télé. Le débat est passionnant et je trouve qu'on est à un moment où il faut aussi, si vous permettez l'expression, mettre à la banque ce qu'on a appris pendant cette période-là. Et justement essayer de tirer des enseignements. Moi, je trouve qu'il y a un enseignement qui est là, qui est aussi intéressant, c'est que on se rend compte qu'on est passé d'un stade de la santé au stade dans lequel le périmètre de la santé, qui était le stade de ne pas être malade, s'est élargi. On inclut également une partie de bien-être. Les gens vont, par exemple, aux urgences parce qu'ils ne se sentent pas bien, mais que ce n'est pas tolérable de ne pas se sentir bien. Est-ce qu'il n'y a pas des comportements ? Je reviens à la question du départ. La première question qu'il y avait dans ce sondage, qui était justement liée à la santé gratuite, est-ce qu'il faut que ce soit gratuit ou pas ? Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de discipline à avoir ? Moi, j'ai vécu en Angleterre pendant un moment, je peux vous dire qu'on n'allait pas voir son généraliste comme ça. Le modèle n'est pas le même d'ailleurs. Le modèle n'est pas du tout le même. Je ne veux pas le système anglais, pas du tout ça. Mais juste dire, est-ce que collectivement, il n'y a pas des enseignements qu'on peut tirer également sur ce qu'on a vécu pendant cette période-là et apprendre. C'est une forme d'éthique. C'est pas obscène de se dire qu'on peut tous se discipliner et peut-être qu'il y a des choses qu'on peut apprendre et qu'on peut. C'est peut-être le rôle des politiques aussi de dire. Ça sera Margot Trouville qui prendra le mot de la fin. C'est intéressant. Interroger les urgentistes, par exemple. Les urgentistes me disaient la semaine dernière, il y a quand même un point positif dans cette crise, c'est qu'on a beaucoup dit il faut appeler le 15, etc. Et ça, ce serait un réflexe que les urgentistes souhaiteraient que les Français gardent, parce qu'éventuellement, on l'ignore, mais il y a beaucoup de SAMU qui ont aussi des médecins généralistes en permanence ou autres, et qui peuvent dire si oui ou non ça relève des urgences avant de se déplacer. Ça peut aussi éviter des recours aux urgences inutiles, et puis d'être réorienté aussi vers un service en ville que l'on ignorait. Exactement. Donc, vous ne voulez pas quitter ce débat, en fait, vous êtes passionné. Un dernier chiffre pour pas qu'on me mette la casquette. Qui veut prendre le mot de la fin? C'est Frédéric Valletoux, c'est vrai qu'il y a 40% des médecins libéraux qui participent à la permanence des soins. Donc, je veux dire, il n'y a pas de monde qui s'ignore. Il y a des médecins généralistes qui participent à la permanence des soins. Qui jouent le jeu. À travers les SAMU, à travers d'autres formes. Non, mais vous l'avez dit clairement, à 17h, il y a le téléphone, il y a le répondeur. Ce qu'il faudrait, c'est que le système soit global.
et une imbrication, vous avez utilisé le bon mot tout à l'heure, une articulation de nos deux systèmes qui ne fonctionnent pas très bien. Et on oublie Paris avec des médecins qui ne s'installent plus à Paris, il faut le préciser, il n'y a pas que les zones rurales. C'est un désert médical Paris, on ne le dit jamais parce qu'évidemment le fonds de commerce, enfin le lieu d'installation coûte trop cher pour le médecin, qui est un autre sujet, parce qu'un désert médical dans la capitale d'un pays, c'est vraiment ennuyeux. Merci Margot de Frouville. C'est un plaisir de vous accueillir, chef de service du service santé, qui est un énorme service, gigantesque, et devenu énorme à l'occasion de ces crises Covid. On va continuer à vous écouter, à vous entendre sur BFM. Et sur autre chose que le Covid. Et sur autre chose que le Covid, bien sûr, sur les questions de santé globale. Merci à Frédéric Collet d'être venu sur notre plateau, président de Novartis et président du LEM, les entreprises du médicament. Très grosses entreprises et aussi des entreprises plus petites. Et elles sont 300 au sein de... Un peu plus de 300 ? Un peu plus. Au sein de votre communauté, au sein du LEM. Merci Frédéric Valtou. C'est un vrai plaisir, président de la Fédération hospitalière de France et maire de Fontainebleau, qui est une des plus belles villes de France, on peut le dire. Du monde, absolument. Et de l'univers. Et merci à Laure Salvin, directrice générale Kantar Public France. Je l'ai bien dit ? Parfait, merci. Merci à vous qui nous regardiez, merci à tous ceux qui étaient dans la salle et qui ont participé à cette émission. Puis évidemment, on fera vivre cette émission sur les réseaux sociaux. Merci au Studio Victoire, aux équipes techniques qui m'ont parlé dans l'oreille, c'est toujours un vrai plaisir. On sera là le mois prochain parce qu'on s'approche doucement du résultat du premier tour, parce que ça sera le 10 avril. Le premier tour, oui. 10 avril, mais j'avais le premier tour déjà. Le premier tour. Et Nicolas Bouzou, je voulais vous remercier, pardonnez-moi Nicolas, vous avez vu, j'allais vous oublier. Merci Nicolas. Homo Sanitas, chez XO, c'est votre livre, c'est un livre passionnant, tous vos livres sont passionnants. Et vous êtes à la tête du cabinet Asterès, Histoire et avenir de la santé, Homo Sanitas. Voilà, livre à lire. Merci Nicolas, merci à vous tous. À très très bientôt, bye bye. Défi 2022 en partenariat avec la revue L'Hémicycle, l'agence EPOCA et l'Institut Kantar. Chaque mois, un sondage exclusif pour décrypter les enjeux de l'élection présidentielle 2022. Et ce mois-ci, nous parlons de santé, crise Covid, vieillissement de la population, tension hospitalière, comment répondre aux enjeux sanitaires et médicaux. Nous en débattrons avec nos invités et un sondage exclusif Kantar. C'est dans Défi 2022. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le studio Victoire qui nous accueille aujourd'hui.